Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Veille de rentrée scolaire et traditionnel rendez-vous avec le ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques pour évoquer donc les perspectives pour l'école au Togo. Vous le savez, la feuille de route gouvernementale Togo 2025, elle ambitionne d'offrir une éducation accessible au plus grand nombre et le must, c'est une éducation en phase avec le marché de l'emploi. Doji Komlan Kokoroko nous expliquera dans quelques instants ces 10 priorités pour la nouvelle année scolaire. Bonjour monsieur le ministre et merci de répondre à notre invitation. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors je suis sur cet entretien avec mon collègue de New World TV, Guillaume Hor. Oui, bonjour Lys, bonjour monsieur le ministre et bienvenue à cet entretien. Monsieur le ministre, faisons un petit détour quand même sur l'année scolaire écoulée. Globalement, l'opinion l'a jugée de satisfaisante avec les résultats obtenus. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? L'école de la République se porte globalement bien et je ne boude pas mon plaisir par rapport aux acquis de l'année scolaire 2022-2023. Et je crois que vous le dites si bien, globalement nous sommes heureux. Et notre joie s'explique par plusieurs clés. En premier, vous savez, le gouvernement sous l'autorité du président de la République a énormément investi dans le capital humain. De 2020 à 2022, nous avons recruté 6200 enseignants. Et ces 6200 enseignants recrutés ont fait chuter le nombre des enseignants volontaires qui était en 2020 à 41,57% pour se retrouver à 18,84% du système éducatif. Et si je fais la corrélation par rapport au concours 2023 qui vient de se dérouler, dont les résultats sont attendus, la place des enseignants volontaires se situera à 7% du système éducatif, ce qui voudrait dire qu'en 2025, on aurait derrière nous l'histoire des enseignants volontaires. Et donc, plus on recrute des enseignants, on en gagne en qualité. Et c'est ce que nous vivons à travers d'ailleurs une évolution du ratio de nombre d'élèves encadrés par un enseignant qui passe de 59 à 53. Et c'est du temps dégagé pour l'encadrement pédagogique. Et puis, à travers ces recrutements, nous avons également su créer une certaine harmonie entre les régions éducatives. Hier, nous avions un ratio de 1 enseignant pour 103 élèves et de 1 enseignant pour 45 élèves. Aujourd'hui, tout s'est stabilisé. Donc, nous avons déjà gagné au niveau du recrutement personnel qui impacte sur les résultats. En second lieu, et beaucoup l'oublient, nous avons également, sous l'autorité du président de la République, mené une politique de recrutement du personnel d'encadrement. Et ça porte des résultats. Alors, en 2020, nous avons 115 personnels d'encadrement. Aujourd'hui, 2023, on est à 418 personnels d'encadrement. Quand vous parlez du personnel d'encadrement, c'est les inspecteurs? C'est les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Et je vous donne des exemples assez corrélés. Dans l'enseignement préscolaire et primaire, en 2020, nous avions 11 inspecteurs. Aujourd'hui, nous avons 71. En 2020, au niveau des inspecteurs du secondaire général et technique, nous avions eu 54 inspecteurs, ce qui a mené d'ailleurs un inspecteur à avoir 5 ou 6 inspections. Aujourd'hui, de 54, nous sommes allés à 185. Et même ratio pour les conseillers pédagogiques, nous sommes passés de 54 à 153. Alors, le système gagne de nouveau en qualité. Vous avez également la réouverture des écoles normales de formation des professeurs d'école et par extension de l'école normale supérieure. Et c'est presque 3000 professeurs d'école élèves qui passent 50% de leur temps en stage sur le terrain. Alors, les maîtres de stage doivent jouer leur rôle. Et ces élèves, professeurs, constituent de vrais appoints pour un système qui se veut davantage qualitatif et quantitatif. Et puis, ne l'oublions pas, le procès qui était fait hier au gouvernement de ne pas investir dans le bâtiment, ce procès n'est plus d'actualité, puisque nous avons énormément évolué. Et sur les 14 476 salles de classe promis, et d'ailleurs c'était 30 000 au départ, mais avec les outils de la carte scolaire, nous sommes arrivés à les circonscrire à 14 674. Et je peux vous assurer qu'à l'horizon 2025,
nous aurions construit avec nos partenaires et le Fonds de soutien à l'éducation au moins 6 000 à 7 000 salles de classe, et le reste sera géré par les partenaires dont les discussions sont en cours et des expérimentations faites, notamment au lycée de Didjoli, en termes de construction. Donc, voilà ce qui explique ces résultats. Alors, vous comprenez volontiers que je vous disais, je n'ai pas boudé de mon plaisir, parce que, conformément aux engagements du président de la République, conformément à la feuille de route, le secteur éducatif change et changera. Au cours de cette année qui vient de s'écouler, 2022-2023, vous avez initié plusieurs réformes, modification des coefficients, introduction de certaines matières pour certains niveaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à mener à ces changements? Écoutez, l'école n'est pas une plante dressée pour le sommeil. Et l'école est le réceptacle d'une société en mouvement, d'une société en marche. Et c'est ce que nous essayons de faire avec plus ou moins de réussite. Alors, des réformes, on en a beaucoup fait. Et c'est ça d'ailleurs qui permet à ce système d'avancer crescendo. Et si vous me demandez qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les priorités du gouvernement, je vous dirais que ça n'a pas changé autour des deux piliers: améliorer les capacités d'accueil et faire gagner le système en qualité. Alors, vous savez, je vous disais que les résultats sont globalement satisfaisants, mais notre rôle aussi est de questionner l'existant. Alors, la première des priorités pour l'année 2023-2024, c'est la police des examens qui a été revisitée au titre de l'arrêté du 23 août 2023 et qui doit nous donner plus de marge pour des résultats davantage fiables. Aujourd'hui, qui peut être correcteur d'un examen? Il faut qu'on s'entende dessus. Ceux qui n'ont pas participé aux examens blancs, qui n'ont pas eu une certaine expérience de la correction des copies, ne peuvent plus être des acteurs de la chaîne de correction. De la même manière, la nécessité de faire en sorte que les copies puissent circuler d'une région éducative à une autre devient un impératif. C'est de la sorte que les résultats qui seront finaux seront commentés avec bonheur, parce que permettant de dire que le système est résilient et robuste. Vous savez, le Togo a également adhéré au Commonwealth. Et nous n'inventons pas la roue, puisque déjà au Togo, dans des établissements privés, il y a cette expérimentation de l'anglais. Et ce que nous essayons de faire pour cette année 2023-2024, c'est de procéder par pilote à travers toutes les régions éducatives et que certains établissements du cours primaire puissent se saisir donc de l'introduction de l'anglais. Et les conséquences ou les conclusions qui seront tirées nous permettront de généraliser l'enseignement de l'anglais sur le territoire national, considérant que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça a été retardé, mais c'est venu conformément aux engagements politiques du président de la République, son Excellence Fort Essajimina Gnassingbé. Alors, par rapport à l'anglais, si vous permettez, il y aura certaines écoles pilotes déterminées déjà qui vont commencer à la rentrée prochaine? Avec des enseignants déjà formés. Okay. Et donc, tout prendra corps à partir du 25 septembre. Voilà. Surtout sur l'anglais, vous l'aviez déjà commencé avec la modification des coefficients l'année dernière. Est-ce que cette modification a pu avoir un impact sur les résultats, puisque nous parlons des résultats de l'année dernière? Est-ce que cela a pu avoir un impact? Écoutez, vous aurez pu être plus curieux que moi en analysant les résultats. Il n'y a pas que, d'ailleurs, le coefficient de l'anglais qui a évolué. Il y a de nouvelles disciplines qui ont été introduites, des allègements. Oui. Et donc, je crois que c'est des réformes qui arrivent à point nommé. De ce point de vue, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse quitter le terrain de l'anglais écrit en allant sur le terrain de l'oral, que nos élèves puissent parler assez facilement. Donc, je ne dis pas que l'introduction suffirait, mais il faut aussi des laboratoires de langue. Et tout ceci fera partie d'un package que nous déroulons tout au long des années à venir. Voilà. Et donc, disais-je toujours, l'anglais n'est pas que notre priorité. Vous savez, je viens de vous dire tout ce que nous faisons au niveau des politiques de recrutement. Et ça nous donne l'idée selon laquelle la carte scolaire doit être davantage viable. Vous savez, la carte scolaire, ce n'est pas une carte de géographie qu'on accroche dans une salle, dans un bureau. En fait, c'est un outil
de pilotage, c'est un outil de planification. Et aujourd'hui, la ville de Lomé s'étend. C'est ce qui nous est demandé de pouvoir suivre ce mouvement de population en créant de nouvelles infrastructures. Si vous suivez bien ce que nous faisons dans le secteur éducatif, beaucoup de transformations de CEG en des lycées à cycle complet. C'est ça aussi la carte scolaire. De la même manière, je vous disais, nous, notre challenge était de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'enseignants dans le Grand Lomé qu'on en a besoin. Parce que la région des Savanes en a besoin, la région centrale en a besoin. Et ça également, par les outils que nous avons développés, nous avons su aujourd'hui créer une certaine harmonie entre les différentes régions éducatives. Et la proclamation du concours 2023 des enseignants permettra d'avoir aussi à en finir avec des demandes récurrentes. On n'a pas de prof de maths, de physique ici. Donc, c'est pensé, c'est réfléchi. Et vous voyez, il y a une cohorte d'ailleurs des élèves de l'ENES qui est sortie, qui permettra aussi de renforcer le personnel enseignant dans les disciplines scientifiques. C'est l'une de vos priorités, donc le recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves professeurs. Tout est prioritaire, comme disais-je, puisque la carte scolaire permet de tout faire. La gestion du personnel, la construction des salles de classe, la répartition du personnel d'encadrement, tout, en tenant compte de la géographie, de la démographie. Alors, vous parlez aussi de l'articulation entre les niveaux d'enseignement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Nous, notre obsession aujourd'hui, c'est de redonner à la lecture, à l'écriture et au calcul leur lettre de noblesse dans notre système éducatif. Et le challenge, je n'ai pas à rougir devant l'existant. Est-ce qu'on a aujourd'hui des élèves qui ont le CPD et qui ne savent ni lire ni écrire? Oui. Est-ce que nous avons des élèves qui ont le BPC, mais qui ne tiennent pas la route? Oui. Mais de la même manière et en parallèle, est-ce qu'il y a des élèves surdoués, brillants? Oui. Maintenant, il faut créer une articulation entre ces deux mondes. Et nous, l'articulation entre le CM2 et la classe de 6e, pour nous, c'est une nouvelle classe de 6e qui permettrait à ce que l'élève qui vient d'avoir fraîchement le CPD ne se retrouve perdu. Et donc, c'est de permettre à ce que des enseignants du primaire puissent de nouveau les accompagner, les suivre, de façon... Comment ça va se faire comment? Mais, vous savez, les conférences d'actualité, ce n'est rien de neuf de pouvoir dire, dans le cadre d'un cours de français en classe de 6e, on permet à un enseignant du CM2 de venir de retrouver un public qui lui est familier, mais de leur parler toujours du français, qui est aussi enseigné au CM2. C'est ça, ces basiques qui ne sont pas maîtrisées, ces fondamentaux qui ne sont pas maîtrisés et qui dramatisent parfois ce que nous faisons en termes de qualité. Donc voilà l'articulation que nous voulons créer, qu'un enseignant de CM2 puisse intervenir dans une conférence d'actualité en classe de 6e, ça doit se faire. Et vous savez, en fait, l'ambition aussi, c'est l'harmonie. Le Togo est un et indivisible. Mais derrière, le challenge pour nous, c'est que chaque région a ses particularités. Et il reviendra à chaque direction régionale de pouvoir mettre l'accent sur les forces et faiblesses de son secteur. Voilà ce que nous voudrons faire à travers cette articulation et bien d'autres challenges, notamment, nous avons décidé, au-delà des manuels classiques de mathématiques et de français, le ministère se donne aujourd'hui les moyens d'écrire, de produire lui-même des manuels en citoyenneté, puisque cette question, elle est récurrente, et puis de la même manière, un manuel en sciences. Donc voilà le ministère qui avance, qui progresse et qui épouse son temps et son époque. Alors, Monsieur le ministre, pour ce qui concerne l'articulation entre les niveaux primaires et collège, est-ce à dire que les enseignants du primaire vont intervenir au collège, mais qu'en est-il des élèves? Écoutez, les élèves, on ne va pas, si vous n'avez pas l'onction du CPD, vous n'allez pas en classe de 6e, donc on ne va pas prématurément demander à des élèves du CM2 d'aller en 6e. En revanche, je crois que nous, ce qu'on voudrait faire, c'est que l'élève du CM2 qui vient d'obtenir son CPD, il est familier à son enseignant.
à un monde, c'est de ne pas le déconnecter brusquement de ce monde. Donc, il épouse un nouveau monde, mais que l'ancien monde puisse lui servir de repère à travers les enseignants. Mais là, on peut aller plus loin en disant, est-ce qu'on ne peut pas faire des journées d'échange dans des disciplines ou sur des thématiques assez définies entre des élèves du CM2 et des élèves d'une classe de 6e. Ça, moi, je laisse la main aux équipes d'encadrement de nous proposer aussi. Ça ne va pas se faire qu'en CM2, 6e, j'imagine, à tous les niveaux. Écoutez, nous sommes dans une phase expérimentale. De la même manière, demain, qui peut le plus peut le moins. Qui peut le moins peut le plus. Donc, certainement, demain, nous pourrions faire progresser cette réforme en décidant de permettre que la même chose se fasse entre la classe de 3e et la classe de seconde. Je crois que c'est des impératifs, c'est des nécessités pour dédramatiser ce que nous faisons. Alors, Monsieur le ministre, parmi vos priorités aussi, c'est la formation des surveillants pour les changer en CPE. Comment cela va se faire et en quoi cela sera-t-il bénéfique pour l'autodiscipline surtout des élèves? Conseiller pédagogique d'éducation, oui. C'est ça? CPE. Non, vous savez, l'école change et les conseillers principaux d'éducation seront le prolongement des surveillants. Et je vous disais que nous avons énormément évolué. Aujourd'hui, 80% de nos CEG et de nos lycées ont des gestionnaires, des économes et des comptables et des surveillants. Nous l'avions fait. Alors, nous voudrions aller plus loin, puisque le rôle du surveillant classique aujourd'hui, c'est le disciplinaire. Mais nos écoles évoluent, il y a des projets d'école, et ce que nous voudrions également, que des classes aient des projets, que des élèves aient des projets. Il faut échanger, il n'y a pas que le bâton à l'école, il y a la carotte, il y a l'accompagnement. Donc le rôle de ces CPE qui seront formés, c'est de pouvoir accompagner surtout les élèves en difficulté. Voilà ce que nous voudrons faire. Donc, il y aura les surveillants classiques, mais ou soit parallèlement des CPE ou un surveillant à double tête, ou un enseignant ou un monsieur à double tête, surveillant, et puis CPE. Et donc, c'est d'affiner les échanges, le dialogue avec les élèves qui le méritent. Parmi vos autres priorités, ou plutôt en matière d'innovation et de changement au niveau de l'enseignement, vous aviez mis l'accent sur les manuels pédagogiques, mais aussi les tablettes que vous aviez promis l'année dernière. Où en sommes-nous, Monsieur le ministre? Le ministère, conformément aux instructions du président de la République, a fait un saut qualitatif en remettant une trentaine de véhicules aux inspections et en dotant également les directions régionales de plus de 300 tablettes. Donc, vous voyez que ce n'est pas un projet futuriste ou un projet qui est passé aux oubliettes. Maintenant, concrètement, notre direction informatique est à pied d'œuvre et de nouveau banaliser l'utilisation des tablettes, ce serait de nouveau à titre expérimental. On ne va pas doter tous les établissements de tablettes, mais de nouveau, certains établissements seront choisis en tenant compte aussi de l'accès à la connexion Internet. Et de la sorte, les choses se dérouleront conformément au programme, à l'agenda convenu. Et je peux vous assurer que les partenaires s'y sont engagés, surtout la Banque mondiale à travers le projet PACEP. Donc, une question de temps. Principalement, comment ça va se faire avec les tablettes? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la vision d'autant les écoles de tablettes? Je vous explique de façon assez simple. La vision, vous avez une tablette. Nos élèves le méritent également. Alors, l'idée, c'est de basculer sur des plateformes, les ressources éducatives, et que l'enseignant n'utilisera plus le papier glacé ou cassé, mais l'enseignant aussi fait son cours de sa tablette, du support des ressources éducatives, et les élèves font pareil. C'est pour ça que j'ai dit, c'est à titre expérimental. Ce n'est pas inédit d'ailleurs, il y a un Togolais qui développe un système pareil qui est développé, qui est expérimenté. Vous avez d'ailleurs suivi avec intérêt oui. le grand projet Les Universités sans mur. C'est un prolongement et il y a une certaine connexion aussi entre tous les cycles
d'enseignants. C'est ce que nous essayons de préserver. Donc pour la rentrée prochaine, certaines écoles vont commencer déjà Certaines écoles vont commencer probablement en janvier. Utiliser. Et puis, on fera le point sur ce que ça donne. Toujours en phase expérimentale, l'introduction de l'anglais au préscolaire, au primaire, avec le début pour cette année. Au primaire, vous l'évoquiez tout à l'heure. Comment ça va se faire au niveau des enseignants? De façon plus concrète, ils s'y prennent comment? On ne va pas aller recruter des enseignants d'anglais. C'est ce qu'on voulait savoir. Non, parce que vous avez déjà des enseignants au primaire qui ont fait une spécialité l'anglais. D'accord? Okay. Alors, nous, notre challenge, et ça a été fait, nous avons pris notre base du personnel enseignant. On les a repérés. Je vous ai dit qu'ils ont été formés. Ceux qui ont été formés n'ont pas été choisis par hasard. C'est ceux qui ont des qualifications en anglais. C'est ce que nous avons fait. Donc, la répartition, elle est faite tenant compte de ceux qu'on a formés, des établissements qui ont été échantillonnés. Et les choses se feront. Nous avons développé les outils pour la phase d'apprentissage. Donc, les spécialistes, il y en a dans le secteur éducatif sur l'enseignement de l'anglais. Donc, soyez curieux de vérifier dans les semaines à venir comment ça se passe. Et puis, les écoles pilotes sera sur tout le territoire ou une région donnée qui va commencer en attendant? les écoles pilotes sont dans toutes les régions éducatives. Okay. Et on vous donnera volontiers leur liste et vous ferez votre reportage. Alors, une autre priorité pour cette nouvelle année, vous parlez de fonctionnement des périmètres pédagogiques. Écoutez, les périmètres pédagogiques permettent de conférer à notre système éducatif toute sa vitalité. C'est-à-dire, en fait, c'est un encadrement de proximité. On essaie de créer ces périmètres en tenant compte des proximités entre les différents établissements. L'enjeu, c'est de faire parler autant le personnel d'encadrement que le personnel enseignant. De sorte que ce qui est enseigné au lycée d'Agoué puisse l'être de la même manière qu'au lycée de Didjoli ou au lycée de Klikabe. Donc, sur tout le territoire national, nous avons défini, nous avons créé des périmètres pédagogiques qui doivent être animés. Et je peux vous assurer que si les périmètres pédagogiques sont animés conformément aux instructions du corps d'encadrement, nous gagnons en qualité et ce sont nos enfants qui sont bien formés, mieux formés. Dans l'animation dont vous parlez, c'est les inspecteurs qui rencontrent les enseignants et sur des questions de l'heure, sur de la pédagogie. Il y a les inspecteurs, il y a les conseillers pédagogiques, il y a les professeurs, les directeurs et les enseignants suivant leur discipline. Ce sont des formations, des recyclages réguliers, c'est ça? C'est des échanges, okay. C'est des partages d'informations, c'est des partages de méthodes pédagogiques, d'informations académiques, de comment mettre en application un nouveau programme. Parce que vous le savez, nous évoluons par palier aussi par rapport à l'APC. Et donc, il faut qu'il y ait cette chaîne de solidarité entre le corps d'encadrement et le corps enseignant pour le bonheur de nos enfants. Monsieur le ministre, entre l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a considérablement changé? Écoutez, l'école d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui ne sera certainement pas celle de demain. Tout est conteste, tout est prétexte à des ruptures, à des innovations, à des changements. Et l'anglais, hier, n'était pas enseigné au primaire. Alors, ça change. Je vous ai donné des chiffres assez saisissants sur le saut qualitatif fait au niveau du personnel d'encadrement ou même du personnel enseignant. Ça fait que l'école d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Je vous ai parlé de la carte scolaire, de la détermination du président de la République à mettre à la disposition des élèves plus de salles de classe. C'était plus l'école d'hier où on faisait le procès de n'avoir pas suffisamment construit de salles de classe. Donc voilà l'école qui change et qui saute à nos yeux. Et une autre priorité, c'est, on en avait parlé brièvement, hein, le renforcement, vous le dites, des allocations en ressources humaines, c'est-à-dire plus de recrutement encore, plus de déploiement d'enseignants sur le terrain pour aller vers cette qualité forcément que vous recherchez. S'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école. Pas d'enseignants, pas d'école. Donc, tout naturellement, le challenge du capital humain est un impératif. Et aujourd'hui, avec la réouverture
des écoles normales de formation des professeurs des écoles et de l'ENES, je crois que nous avons déjà gagné une bataille substantielle, puisque ces élèves prendront part au concours à venir et ils ont déjà une certaine expérience par rapport à ce qu'on prenait directement au jus hier. Et donc, une évidence, ça doit changer et ça changera. Donc voilà ce que nous voudrons faire, et surtout que sur tout le territoire national, il y ait autant de profs de maths ou de physique, autant à Lomé qu'à Kara ou à Dapan. Et ça, je crois que c'est naturel et conformément à la politique du président de la République. Dans des concours à venir, des projections de chiffres, tel nombre d'enseignants recrutés, je pense. Vous savez, tout est programmation. Raison pour laquelle je vous ai dit, en 2020, nous avions un ratio d'enseignants volontaires qui se situait à 41,57%. Aujourd'hui, nous sommes à 18,84%. Je vous ai dit, la proclamation du concours nous permettrait d'atteindre les 7%. Donc, tout est planification, tout est prospective et tout est résultat. Et tout ce que vous faites, ce n'est pas que pour l'enseignement public. L'école au Togo, c'est aussi bien le public que le privé. Vous voulez avoir un enseignement dans le privé, enseignement modèle aussi. Le privé est concerné par vos réformes cette année. Nous échangeons en permanence avec le privé. Et vous avez vu d'ailleurs que nous avons pris des mesures d'assainissement qui reposent sur des idées simples. Les établissements qui ne remplissent pas les critères de création d'établissements privés ne sont plus acceptés. J'ai vu la petite polémique autour. Mais vous savez, il n'y a rien de plus noble que d'avoir des enseignants de qualité pour former de bons élèves. Donc nous avons pris nos responsabilités. Et je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire sur le terrain. Les choses se passeront bien. Est-ce qu'on peut faire davantage? Oui. Et vous avez, quand vous parlez d'écoles privées, demain, ce serait bien que le personnel enseignant qui sera recruté par le privé, que ce personnel enseignant vienne des écoles normales de formation que l'État chapeaute. En le faisant, je vous ai dit, on gagne en qualité. Et ce sont nos enfants qui sont mieux formés que tout autre. Pour le même Togo. Pour le même Togo. Donc, pardon? un vivier, je dis pour le même Togo. Oui, pour le même Togo. Oui. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire sur ces ambitions qui sont nobles et qui permettront en fait d'avoir un enseignement de qualité et des élèves, des citoyens bien formés. Vous avez pris langue avec la Fédération des fondateurs d'écoles privées. Écoutez, même sur la question de l'augmentation des frais de scolarité dans le privé, nous avons échangé avec le privé, nous avons pris des résolutions. Et donc, nous ne sommes pas dans le proclamatoire. Nous ne faisons pas du bruit, mais nous préférons la sérénité dans nos discussions et les résultats se feront apprécier. Alors, Monsieur le ministre, au cours de l'année 2022-2023, vous avez surtout marqué le secteur par vos arrêtés et cette rigueur qui est née à la suite de ces arrêtés. À quoi doit-on s'attendre cette année? Plus de rigueur, plus de discipline? Écoutez, ce que vous appelez par rigueur relève de la normalité institutionnelle pour nous autres. C'est ça un peu la différence. Et on peut d'ailleurs extrapoler en quittant le terrain de la rigueur. Des gens vous parleront de méchanceté, ça fait sourire. Mais je vous dis, c'est de la régulation institutionnelle, c'est de la normalité institutionnelle. Et je crois que nous garderons le même rythme, parce que le secteur doit être simplement administré. Donc on s'attend encore à des arrêtés. En quoi ne vous dérangez pas les arrêtés? Non, cela ne dérange pas surtout. Hein? Cela ne dérange pas, Bon, Monsieur le ministre. au contraire, alors on y va. Oui. Alors, des écoles primaires qui ont été fermées l'année dernière, parmi vos priorités pour 2023-2024, l'ouverture, vous dites d'une centaine d'écoles encore. Est-ce que ce sont les anciennes qui seront réouvertes, de nouvelles créées? On en veut plus de détails par rapport à cette priorité encore. Nous progressons par stratégie. Et d'année en année, vous voyez que autant nous créons, nous fusionnons, nous fermons. Et suivant notre cas scolaire que nous déroulons,
avec nos outils. S'il y a lieu de réouvrir une école fermée, on le fera. Et je vous ai dit, tenant compte de la démographie, de l'extension de la ville, de Lomé, vous avez vu combien de CEG ont été transformés en lycée à cycle complet. Et puis, de nouvelles créations sont en cours, non pas pour cette année, mais pour mieux se préparer aussi pour l'année 2024 et 2025. Voilà l'école que nous voudrons, parce qu'elle est en phase avec les réalités. Elle est une école de résultats, elle est une école de solutions, elle est une école d'anticipation et une école de bonheur pour nos enfants. Voilà. Et aujourd'hui, le dialogue, il est plus posé, peut-être plus sain avec vos amis et partenaires, les enseignants? Je suis l'avis des syndicats et nous progressons, nous discutons pour ce qui est essentiel pour le secteur éducatif. Complètement, la vision se met en place. Tout est serein, la rentrée s'est préparée de façon assez consensuelle, de façon concertée, et donc tout se passera bien. Tout se passera bien. Et peut-être un message précisément pour tous les acteurs de ce secteur? Parents, élèves, enseignants? Ouais, je voudrais d'abord remercier le président de la République, son Excellence Faure Exaucé Mlangé, pour nous avoir donné les moyens nécessaires pour le démarrage de cette année scolaire 2023-2024. Mes remerciements également à Madame le Premier ministre et au gouvernement dans son ensemble. Et de façon assez ciblée, je voudrais m'adresser ici au corps d'encadrement, aux directeurs régionaux, aux enseignants, aux élèves, aux partenaires techniques et financiers, aux associations des parents d'élèves. Je voudrais leur dire simplement que le gouvernement les remercie pour leur disponibilité remarquée et remarquable tout au long de l'année scolaire passée. Et le gouvernement voudrait simplement les rassurer de sa disponibilité, de sa détermination à œuvrer pour une année scolaire 2023-2024 réussie, apaisée et éclatante. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire 2023-2024. Bonne année scolaire aussi. Très belle rentrée à vous, Monsieur le ministre. Bonne rentrée. Merci donc d'avoir suivi cet entretien avec le ministre Doji Komlanko-Koroko, ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, nous expliquant donc ses priorités pour l'année scolaire qui s'annonce. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de la télévision togolaise et puis de New World TV.